Les courbures vertébrales permettent une station debout économique qui préserve l'intégrité des disques intervertébraux. Cette vidéo montre l'importance d'un bon placement du bassin, condition indispensable pour le respect des courbures vertébrales. Elle met en évidence l'interdépendance des courbures vertébrales et présente la charnière lombosacrée. On rappelle que la colonne vertébrale se trouve posée sur le sacrum, un ensemble de 5 vertèbres soudées qui entrent dans la constitution du bassin. Une seule position du sacrum permet de respecter les courbures vertébrales. Cette position correspond à ce que l'on appelle un bassin bien placé. Dans cette position, la face supérieure de S1, la première vertèbre sacrée, fait un angle d'environ 40 degrés avec l'horizontale. Plus précisément, cet angle est légèrement inférieur à 40 degrés. Cet angle correspond donc à des courbures normales et varie très sensiblement suivant les sujets, en rappelant que les courbures doivent être harmonieuses et ne pas présenter d'angulation. Tout mouvement du sacrum va donc modifier les courbures vertébrales d'un sujet debout. Lorsqu'il se rapproche de l'horizontale, lorsqu'il s'horizontalise, on voit se former une hyperlordose, tandis que les deux autres courbures gèrent ce nouvel équilibre. Lorsque le sacrum se rapproche de la verticale, lorsqu'il se verticalise, la lordose lombaire se réduit, tandis que les deux autres courbures gèrent ce nouvel équilibre. Lorsque la face supérieure de S1, la première vertèbre sacrée, regarde vers la droite ou vers la gauche, on voit les courbures vertébrales d'un sujet debout à la recherche d'un nouvel équilibre. Le sacrum entre dans la constitution à la fois de la colonne vertébrale et du bassin. Le placement du bassin va donc conditionner les courbures vertébrales. Répétons que le bassin est bien placé lorsque la pente de la face supérieure du sacrum, qu'on appelle la pente sacrée, permet de respecter les courbures vertébrales. Si le bassin est mal placé, les pressions ne se répartissent pas harmonieusement sur le disque intervertébral et ces pressions, trop localisées, risquent de léser l'anneau fibrocartilagineux. De plus, un bassin bien placé transmet efficacement au haut du corps la puissance des membres inférieurs. En effet, le bassin est le lieu de rencontre des forces descendantes, le poids du corps, et des forces montantes, les forces de réaction au sol lorsque les muscles entrent en action. Dans les pratiques sportives, une part importante de l'entraînement est consacrée au placement du bassin et à la prise de conscience de la situation du bassin. Le problème est que le bassin est soumis en permanence à des contraintes importantes et que c'est une zone très instable. En effet, le bassin s'articule avec deux sphères, les têtes des fémurs droit et gauche. Il peut donc basculer ou effectuer des rotations dans les trois directions de l'espace, soit sur deux têtes fémorales, comme dans cet exemple, il se bascule en avant et en arrière, soit sur une seule tête fémorale, où il bascule vers l'avant, il peut basculer en adduction, où il peut effectuer des rotations suivant un axe vertical. On notera également qu'il peut basculer très facilement
lorsque le sujet est en appui sur un pied, en adduction. C'est le cas en partie de la course, de la marche ou d'un saut à pelle sur un seul pied. Au cours de notre vie quotidienne, les mouvements de flexion-extension sont les plus fréquents. Le bassin peut basculer facilement vers l'avant ou vers l'arrière. Une bascule vers l'avant s'appelle une antéversion. Lorsque le bassin bascule en antéversion, le disque est écrasé en arrière, les pressions se concentrant sur l'arrière du disque. On voit ici le disque qui également présente un renflement vers le canal vertébral. Le noyau, lui, est repoussé vers l'avant, ce qui distend les fibres antérieures de l'anneau, cette tension tendant à ramener les vertèbres dans leur position initiale. On voit que ce sont les disques L5 et S1 qui sont les plus exposés au traumatisme lors de l'antéversion. En effet, la partie inférieure de la colonne lombaire est plus mobile que la partie supérieure. C'est donc elle qui subit les contraintes les plus importantes. Dans certains cas, la bascule du bassin en antéversion peut être prolongée, c'est le cas de la femme enceinte, ou bien permanente, c'est le cas des sujets dont le tonus musculaire est insuffisant, ou des sujets obèses. Lorsque le bassin bascule en arrière, c'est une rétroversion. Et lorsque le bassin bascule en rétroversion, le disque intervertébral est écrasé en avant, les pressions se concentrant sur l'avant du disque intervertébral, et le noyau est repoussé vers l'arrière, tendant les fibres postérieures de l'anneau, ce qui conduit les vertèbres à retrouver leur position initiale. On voit ici les pressions qui se concentrent sur l'avant du disque, qui présentent un renflement, un bourrelet. On voit le noyau repoussé vers l'arrière et les fibres du disque intervertébral qui sont distendues. Le placement du bassin est assuré par des muscles antérieurs et postérieurs. Les muscles antérieurs sont les muscles abdominaux et cette flèche montre leur insertion sur la partie antérieure du bassin et leur direction vers la cage thoracique sur laquelle ils s'insèrent. Cette image montre également que c'est les muscles qui s'insèrent sur cette partie postérieure du bassin et se terminent sur la jambe, les ischio-jambiers, vont replacer le bassin en position normale, sachant que lorsque les contraintes l'exigent, peut intervenir ce muscle, le grand fessier, et la flèche, l'épaisseur de la flèche symbolise à la fois la puissance de ce muscle et montre ses insertions. Le grand fessier s'insère sur la partie postérieure du bassin et se termine sur le fémur. Le grand fessier intervient en particulier en fin de mouvement lorsqu'on est proche de la rétroversion.
contraction des muscles antérieurs, des abdominaux, risque donc d'entraîner une flexion de la cage thoracique. Les muscles postérieurs du tronc, ici représentés, vont donc se contracter et cette contraction limitera la flexion de la colonne thoracique et fixera la cage thoracique. En outre, ces muscles géreront la courbure thoracique en fonction du nouvel équilibre qui s'est établi lorsque l'hyperlordose se réduit. En effet, les muscles postérieurs du tronc sont classifiés en deux grands groupes, des muscles profonds, très nombreux, courts, très précis, qui permettent un positionnement optimal des vertèbres les unes sur les autres, et des muscles superficiels, beaucoup plus étendus, beaucoup plus puissants, et beaucoup moins précis. Nous verrons cela dans une session ultérieure. On voit ici modéliser l'intervention des muscles postérieurs du tronc. L'articulation entre le sacrum et la colonne lombaire est appelée la charnière lombosacrée, parfois appelée la charnière sacro-lombaire. Cette articulation, au cours de notre vie quotidienne, est le siège de mouvements de flexion-extension très fréquents. Nous verrons d'ailleurs que la colonne lombaire est plutôt favorable au mouvement de flexion-extension. Cette articulation, par l'intermédiaire du sacrum, gère les courbures vertébrales. Et c'est cette articulation qui subit les contraintes les plus importantes. Enfin, on doit considérer que cette zone, capitale dans le passage de la quadrupédie à la bipédie, n'a pas terminé son évolution et par conséquent les anomalies sont relativement nombreuses. L5 est la vertèbre qui supporte les charges les plus importantes, puisque c'est la dernière, c'est la plus basse de la colonne vertébrale. Le disque L5-S1 est donc très sollicité, puisque les mouvements de flexion-extension sont les principaux mouvements de la colonne lombaire, et que la partie basse de la colonne lombaire est plus mobile que la partie haute. De plus, L5 a tendance à glisser vers l'avant sur la pente sacrée. Et L5 a d'autant plus tendance à glisser vers l'avant sur la pente sacrée que le bassin est en antéversion. Par conséquent, plus le bassin est en antéversion, plus les contraintes sont importantes. D'autant plus que le disque intervertébral se trouve d'autant plus comprimé sur sa partie postérieure. Donc, toutes ces contraintes sont telles, à la fois parce qu'elles sont importantes et qu'elles se répètent tout au long de la journée, que la charnière lombosacrée constitue un point faible de l'ensemble colonne vertébrale bassin. Et certains auteurs considèrent que c'est une des zones les plus complexes du corps. Cette charnière lombosacrée présente des facteurs de stabilité très efficaces, très performants. La stabilité de la charnière est assurée d'une part par l'orientation des processus articulaires de S1, la première vertèbre sacrée. Ces processus sont orientés vers l'arrière et par conséquent empêchent le glissement de L5 sur le sacrum. On pourra regarder la vidéo en ligne sur le sacrum. D'autre part, les ligaments postérieurs
constituent un réseau fibreux très dense, très résistant, très efficace. Ces ligaments s'insèrent sur les vertèbres et sur la partie postérieure des vertèbres et se terminent sur le sacrum. Enfin, les muscles postérieurs du tronc constituent un facteur de stabilité très efficace. Ces muscles ont un tonus permanent, en particulier les muscles profonds, ces muscles courts, et lorsque les contraintes sont importantes, les muscles superficiels, profonds et imprécis. Donc on voit bien que ces facteurs osseux, ligamentaires, musculaires, permettent, lorsque les contraintes seront importantes, mais que le bassin sera bien placé, permettent donc d'assurer une stabilité suffisante pour préserver l'intégrité du disque intervertébral. En revanche, ces facteurs osseux, ligamentaires et musculaires risqueront d'être insuffisants lorsque le bassin est en antéversion, situation qui est très fréquente tout au long de notre vie quotidienne, de notre vie professionnelle ou bien de notre vie sportive.